Mon mari a simulé des dettes et demandé le divorce pour épouser sa maîtresse. J'ai faim d'avoir le cœur brisé en signant les papiers. 1 heure plus tard, il a découvert avec stupeur mon héritage, une fortune de 100 millions d'euros. Mon mari a prétendu être noyé sous les dettes et a demandé le divorce. J'ai fait semblant d'avoir le cœur brisé et j'ai signé les papiers. Dès que l'encre fut sèche, il s'est enfui pour épouser sa maîtresse. Le lendemain, mon avocat a appelé, « Madame », a-t-il dit, « vous êtes sur le point d'hériter de 100 millions d'euros. » Un mari simule la faillite pour forcer sa femme à signer les papiers du divorce, dans le but d'échapper à ses responsabilités. Mais juste après que le divorce est prononcé, il se précipite pour épouser sa maîtresse. À ce moment-là, cependant, un avocat apparaît inopinément. « Félicitations, madame. Vous êtes l'unique héritière d'une fortune évaluée à 100 millions d'euros. La vie a basculé du jour au lendemain, et la vengeance a commencé ici. J'ai sorti la daube de bœuf bouillonnante du four. La chaleur douce avait gardé la viande succulente, infusée des notes savoureuses d'ail, d'herbe et d'une riche sauce au vin rouge. Le délicieux arôme emplissait la petite cuisine de notre maison de ville parisienne, se mêlant à l'odeur de la crème de tomate qui mijotait sur le poêle. Aujourd'hui, Marc avait dit qu'il avait une réunion importante avec un partenaire commercial et qu'il serait en retard pour le dîner. Je savais qu'il avait beaucoup travaillé ces derniers temps, alors j'avais pris un soin particulier à préparer un repas composé de tous ses plats réconfortants préférés, espérant qu'à son retour, il sentirait la chaleur d'un foyer aimant pour le réconforter. En 5 ans en tant que son épouse, je m'étais habitué à rester en arrière-plan, la base solide sur laquelle il pouvait bâtir son succès dans le monde. Dans cette maison, de la vaisselle au rideau du salon, tout avait été choisi et entretenu par moi. Ma belle-mère, Christine, bien que peu portée sur les paroles douces, se vantait toujours auprès des visiteurs de sa belle-fille organisée et compétente. Je pensais que la vie continuerait ainsi, sereine et prévisible, un mari et une femme qui ensemble pouvaient faire face à tout. Je ne désirais pas de grand luxe, seulement un foyer paisible. Le soir, la famille réunie autour d'une table avec un repas chaud suffisait à me combler. L'horloge sonna 19 heures. J'ai mis la table, n'attendant plus que Marc pour dîner. Mais au lieu du bruit familier de sa voiture, j'ai entendu la sonnette retentir avec insistance. Comme c'était étrange. Qui cela pouvait-il être à cette heure-ci? J'ai rapidement essuyé mes mains sur mon tablier et je suis allé ouvrir la porte. Devant moi se tenait Marc, mais pas le Marc souriant et plein de vie que je connaissais. Son visage était pâle, ses yeux évitant les miens. Et à côté de lui se tenait un inconnu, un homme d'une 40aine d'années à l'air menaçant, vêtu de noir de la tête aux pieds. L'homme me regarda avec un regard froid et scrutateur qui me fit frissonner. « Tu es rentré. »« Le dîner est prêt, » dis-je, essayant de garder ma voix normale, mais un terrible pressentiment avait déjà pris racine dans mon cœur. Marc ne répondit pas. Il me dépassa et alla directement au salon. L'autre homme le suivit en silence. Marc s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains, laissant échapper un soupir lourd et désolé. Le cœur battant, je fermai la porte et les suivis. « Marc, qu'est-ce qui ne va pas? »« Qui est ce monsieur ?» demandai-je timidement. Marc releva la tête, ses yeux rouges comme s'il avait pleuré. Il désigna l'autre homme d'une voix rauque. « Amélie, voici monsieur Dubois. Je suis désolé. Mon affaire elle a fait faillite. Je lui dois beaucoup d'argent. » Mon cœur fit un bond. Je m'assis à côté de lui, tenant son bras tremblant. « Combien est beaucoup, Marc? Dis-moi. Nous trouverons une solution ensemble. » L'homme nommé monsieur Dubois parla soudainement, sa voix basse et menaçante. 500 000 euros. Principal et intérêt. Les papiers sont tous signés. Aujourd'hui est la date limite. Si Marc ne paie pas, ne nous blâmez pas si nous devenons plus rudes. 500 000 euros. Le chiffre me frappa comme un coup de massue. Un demi-million d'euros. Même si nous travaillions toute notre vie, nous ne pourrions jamais économiser autant d'argent. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Comment? Comment est-ce possible, une telle somme? Ton travail marchait toujours si bien. Marc secoua la tête, sa voix remplie de désespoir. Je te l'ai caché. J'ai investi dans un projet que je pensais être un énorme succès, mais j'ai tout perdu. Maintenant, ils sont venus récupérer. Ils ne s'en prendront pas seulement à moi. Ils t'embêteront, toi et notre famille.
Je ne peux pas t'entraîner dans ma chute. Je commençais à paniquer. Alors, qu'allons-nous faire? Vendre la maison? Emprunter à la famille et aux amis? C'est trop tard pour ça, interrompit Marc sèchement. Il me regarda droit dans les yeux, avec un regard étrange que je n'avais jamais vu en 5 ans de mariage. Il n'y a qu'un seul moyen de te protéger. Il fit une pause, puis prononça les mots que je n'aurais jamais imaginé entendre de ma vie. Divorçons. Le mot divorce sortit si facilement de sa bouche, mais il atterrit sur ma poitrine comme un rocher, me coupant le souffle. Tous les sons autour de moi s'évanouirent, ne laissant que le battement frénétique de mon propre cœur. « Qu'est-ce que tu dis » bégayai-je. « Un divorce ? Seulement avec un divorce cette dette ne t'affectera pas. Je prendrai l'entière responsabilité. Cette maison, toutes nos économies, je te laisserai tout en compensation de mon erreur. Amélie, s'il te plaît, signe les papiers. C'est le seul moyen d'être en sécurité. » Il parlait avec une telle noblesse, un tel sacrifice de soi, mais pour une raison, au fond de mon cœur, je ressentais une fausseté glaciale. Un mari qui aimait vraiment sa femme, même face à la plus grande adversité, trouverait une solution avec elle. Il ne la repousserait pas si hâtivement, comme si elle était un fardeau. Monsieur Dubois, assis en face de nous, tapotait ses doigts sur la table basse, impatient. « Alors, monsieur Chevalier, votre femme est-elle d'accord ? Mon temps est limité. » Marc, comme acculé, se tourna vers moi, presque suppliant. « Amélie, s'il te plaît. Je te le demande une dernière fois. Signe. » Il sortit un jeu de papier déjà préparé de sa mallette. L'accord de divorce. Toutes les clauses étaient clairement définies. Les biens matrimoniaux, la maison irait à moi. Les dettes seraient sa seule responsabilité. Tout était préparé avec une précision inquiétante, comme s'il l'avait planifié depuis longtemps. Mon esprit se vida. Je regardais l'homme que j'avais aimé et dont j'avais pris soin de tout mon cœur pendant 5 ans, qui me pressait maintenant de signer un papier de divorce pour me protéger. Les larmes menaçaient de tomber, mais je les ravalais. Je jetai un coup d'œil au dîner chaud, maintenant froid sur la table, et mon cœur se serra. « D'accord, » murmurai-je, ma voix rauque. « Je vais signer. » Je pris le stylo, ma main tremblant si fort que je pouvais à peine la contrôler. Chaque trait de mon nom sur le papier était comme un couteau qui transperçait mon cœur. Amélie Dubois. Les 2 mots que j'avais utilisés pour unir ma vie à la sienne étaient maintenant utilisés pour tout terminer. Après avoir signé, je lâchai le stylo, me sentant complètement vidé. Au moment où je le posais, je vis les yeux de Marc s'illuminer d'une étrange lumière. L'expression de douleur et d'angoisse des instants précédents avait soudainement disparu. Il saisit précipitamment les papiers de ma main, vérifiant la signature comme s'il craignait que je l'ai mal écrite, puis les remit soigneusement dans sa mallette. Son visage se détendit en une expression de soulagement qu'il ne put cacher malgré ses tentatives d'avoir l'air triste. « Amélie, je suis désolé. Désormais, tu devras te débrouiller seule, dit-il. » Mais son ton était pressé, dépourvu de tout attachement. Monsieur Dubois se leva aussi. Son air menaçant avait disparu, remplacé par un sourire narquois et entendu. Il tapota l'épaule de Marc. « Le travail est fait. Allons-y. Nous n'embêterons plus la dame. » Les 2 se tournèrent et partirent sans un seul regard en arrière. Marc ne me jeta même pas un dernier coup d'œil. La porte se referma avec un bruit sec, me laissant seul dans la maison froide avec le dîner intact. L'odeur familière de la daube semblait maintenant amère et ironique. Tout s'était passé si vite, si soudainement que je ne pouvais toujours pas croire ce qui venait de se produire. Quelques heures auparavant, j'étais une femme heureuse qui attendait que son mari rentre à la maison pour un dîner en famille. Maintenant, j'étais une femme abandonnée par son mari à cause d'une supposée dette. Un doute s'insinua dans mon esprit. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Malgré la panique, mon intuition me disait que c'était plus qu'un simple cas de faillite. Je trébuchai jusqu'à la fenêtre, tirant le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil, et la scène que je vis me laissa figer. Dans la rue en contrebas, Monsieur Dubois ne partait pas immédiatement. Il se tenait à côté d'une berline noire élégante qui l'attendait. Marc sortit en hâte de l'immeuble, et du côté passager de la voiture, une jeune et belle femme émergea. Elle portait une robe rouge moulante, ses cheveux en vagues volumineuses, son maquillage impeccable. Elle courut embrasser Marc, souriant radieusement.
Marc sortit l'accord de divorce de sa mallette, le montrant à la femme comme un trophée. La fille regarda le papier, laissa échapper un cri de joie, et sur la pointe des pieds, planta un bruyant baiser sur la joue de Marc. Tous deux s'embrassèrent, riant et parlant, leurs visages rayonnant de bonheur, un contraste saisissant avec le drame de souffrance que Marc venait de jouer devant moi. Puis ils montèrent ensemble dans la voiture, qui démarra en flèche, disparaissant dans la circulation urbaine. Je restai paralysé à la fenêtre, mes mains agrippant le rebord si fort que mes jointures blanchirent. Un frisson arctique me parcourut l'échine, s'installant profondément dans mon cœur. Ce n'était pas la douleur d'une femme trahie, mais la fureur écrasante de quelqu'un qui avait été trompé, traité comme une idiote. Alors c'était ça. Toute cette affaire était une pièce bien répétée. Il n'y avait pas de faillite, pas de protection, pas de sacrifice, seulement trahison et mensonge. Il voulait me quitter pour cette femme, mais craignant de devoir diviser nos biens. Craignant le désordre d'un divorce normal, il inventa cette histoire de dette colossale pour me forcer à partir sans rien. Et en plus, pour me faire me sentir reconnaissante de l'avoir sauvée. La colère ne se transforma pas en larmes. Elle se solidifia en une pierre dure et froide dans ma poitrine. Je ne pleurais pas. Pas une seule larme. Je trouvais juste cela ridicule. Ridicule pour les 5 années de ma jeunesse. 5 années que j'avais sacrifiées, dédiées à prendre soin de lui et de sa famille, pour ne recevoir en retour qu'une si douloureuse tromperie. Le dîner que j'avais si amoureusement préparé pour lui me semblait maintenant une farce. Je me retournai et regardai la maison que je considérais autrefois comme mon foyer. Tout était pareil, pourtant tout me semblait si étranger. Mon amour, ma confiance avait été piétinée sans merci. Très bien, Marc Chevalier, murmurai-je à la pièce vide. Si c'est le jeu que tu veux jouer, alors je jouerai avec toi. Si tu voulais que je disparaisse proprement de ta vie, alors je te montrerai que ma disparition sera le plus grand cauchemar de ta vie. Je suis allé à table, j'ai pris le bol de soupe à la tomate maintenant froide et je l'ai versé directement dans l'évier de la cuisine. L'eau froide a tout emporté, tout comme elle a emporté l'Amélie faible et compréhensive d'hier. À partir de ce moment, il n'y aurait qu'une Amélie qui savait comment récupérer ce qui lui appartenait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté seul dans l'obscurité, fixant la fenêtre, mon esprit débordant de plans de vengeance. La douleur initiale s'était estompée, ne laissant que de la fureur et une détermination inébranlable. Je ne laisserai pas ce couple adultère vivre paisiblement et heureusement aux dépens de mon sacrifice et de ma naïveté. Le lendemain matin, toujours épuisé par une nuit sans sommeil, le téléphone sonna. C'était ma belle-mère, Christine. J'ai pris une profonde inspiration, modulant ma voix pour qu'elle semble fatiguée et triste avant de répondre. « Bonjour, Christine, murmurai-je. Amélie, ma chérie. Marc m'a déjà tout raconté. Ma pauvre fille. Quelle triste destinée d'épouser un homme sans valeur qui s'engage dans de si mauvaises affaires qu'il doit se débarrasser de sa femme de cette façon. » La voix de Christine à l'autre bout du fil semblait sympathique, mais je savais très bien qu'à l'intérieur, elle célébrait. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle pensait toujours que je n'étais pas assez bien pour son fils en or. Je vais bien, Christine. Je me forçais à paraître faible. Eh bien, le divorce est aussi pour ton bien. Rester et prendre ses dettes ne t'apporterait qu'une vie de souffrance. Tu es jeune. Tu peux encore te remarier. Reste à la maison. Ne pars pas. La maison que Marc t'a laissée est la bonne chose à faire. Je lui parlerai. Je ne le laisserai plus t'embêter. Elle parlait sans faire de pause. Il semblait qu'elle me consolait, mais elle vérifiait en réalité si la maison était vraiment à moi et me mettait en garde de ne pas causer de problème à son cher fils. Peu après, ma belle-sœur Julie appela aussi. Sa voix n'avait pas besoin de feindre quoi que ce soit. Elle était remplie de satisfaction. « Amélie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ne sois pas triste, d'accord ? Mon frère était un imbécile, mais au moins il a pensé à toi. Il ne t'a pas traîné dans la boue avec lui. Ne t'inquiète pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. J'aiderai de toutes les manières possibles. » Aider ? Je ricanais intérieurement. Cette fille, qui m'avait toujours demandé de l'argent à mon frère et à moi, parlait maintenant d'aider. Elle était sûrement extatique d'être enfin débarrassée de moi, une épine dans son pied. Après ces 2 appels remplis de fausseté,
je me sentis plus dégoûté que jamais par cette famille. Une bande d'hypocrites qui ne savaient qu'agir pour obtenir ce qu'ils voulaient. J'étais sur le point d'éteindre mon téléphone pour avoir la paix quand un numéro inconnu appela. C'était un fixe du centre-ville de Paris. J'hésitai un instant, puis répondis, « Allô, qui est-ce ? » « Bonjour. »« Est-ce bien mademoiselle Amélie Dubois ?» demanda une voix d'homme, formelle et polie. « Oui, c'est elle. »« Qui appelle ? » ?»« Bonjour, mademoiselle Dubois. Mon nom est Arthur Lefebvre. Je suis avocat chez Lefebvre et Associés. Je vous appelle au nom d'une cliente décédée, conformément à ses dernières volontés et testaments. Avocat. Testament. J'étais perplexe, incapable d'imaginer quel lien je pouvais avoir avec ces deux mots. Je n'avais pas de parents riches qui auraient besoin d'un testament et d'un avocat privé. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne ? Je ne connais personne. Non, madame. Il n'y a pas d'erreur. Je vous appelle pour vous informer que vous avez une grande-tante nommée Éléonore Leclerc qui a immigré en Europe il y a de nombreuses années. Elle est décédée le mois dernier. Selon le testament légal qu'elle a laissé, vous, mademoiselle Amélie Dubois, êtes l'unique et légitime héritière de tous ses biens. Éléonore Leclerc. Ce nom me semblait à la fois familier et étrange. Je crois que quand j'étais petite, j'ai vaguement entendu mes parents mentionner une grande-tante qui était partie en Europe jeune femme et dont on n'avait plus jamais eu de nouvelles. Je pensais qu'elle était soit décédée il y a longtemps, soit qu'elle avait sa propre famille et avait oublié ses proches en France. Et de quel bien parlons-nous ? Demandai-je, toujours sous le choc. Maître Lefebvre fit une brève pause et prononça ensuite un chiffre qui me fit presque tomber le téléphone. Madame, après conversion et évaluation préliminaire, la valeur totale des actifs, y compris l'immobilier, les actions et les dépôts bancaires, est d'environ 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Je m'effondrai sur une chaise, la tête qui tournait. Le chiffre était si énorme que cela ne semblait même pas être de l'argent réel. C'était un concept trop lointain, trop irréel. Moi, Amélie Dubois, la femme qui venait d'être trompée et abandonnée par son mari pour une fausse dette de 500 000 euros, j'étais sur le point de posséder une fortune 200 fois supérieure à ce montant. L'ironie, l'absurdité pure de la situation. Mademoiselle Dubois, êtes-vous toujours là ? La voix de maître Lefebvre me ramena à la réalité. Je suis là. Je n'arrive pas à y croire, bégayai-je. Je comprends votre surprise. Selon ces instructions, la première tranche de 20 millions d'euros sera transférée sur un compte à votre nom demain matin afin que vous puissiez gérer vos affaires immédiates. Les procédures de transfert d'actifs restantes seront effectuées par la suite. De plus, dans son testament, votre grande-tante a fait une demande spéciale. Toutes les informations concernant cet héritage doivent être gardées dans le plus grand secret et ne peuvent être divulguées à quiconque sans votre consentement. Secret absolu. Ces mots étaient comme un courant électrique qui traversait mon corps. Oui, cela devait être gardé secret, surtout de la famille de mon ex-mari. Il ne devait pas savoir. S'il savait, il me poursuivrait comme une meute de vautours affamés. Un sourire froid se forma sur mes lèvres. Marc Chevalier, il m'a jeté pour une dette inexistante de 500 000 euros. Chloé Morel, la maîtresse, s'est immiscée dans ma famille pour la promesse d'une vie de luxe. Sa famille, tous, se sont réjouis de se débarrasser d'un fardeau. Et maintenant, j'avais 100 millions d'euros entre les mains. Le jeu ne faisait que commencer. Maître Lefebvre, dis-je, ma voix maintenant complètement calme. Je comprends. J'apprécie l'information. Et s'il vous plaît, rappelez-vous la demande de confidentialité de ma grande-tante, qui est aussi ma demande. Absolument. Personne ne doit savoir cela, surtout pas mon ex-mari, Marc Chevalier, et sa famille. Bien sûr, madame, c'est notre devoir professionnel. Je raccrochai le téléphone et fixai l'espace vide devant moi. Les larmes tombèrent enfin, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement étouffé, d'une nouvelle porte qui venait de s'ouvrir. La vie m'avait claqué une porte au nez, mais elle avait ouvert un chemin 1000 fois plus large. Marc Chevalier, tu vas le regretter. Je te le jure. Après cet appel fatidique, j'ai passé la journée à organiser mes pensées. La fortune colossale était encore difficile à saisir, mais elle me donnait une confiance nouvelle et une base solide pour commencer mon plan. La première chose et la plus importante était de continuer à jouer le rôle d'une femme pitoyable, nouvellement divorcée,
sans emploi et sans le sou. Plus je paraîtrais pathétique, plus ils baisseraient leur garde, tout comme maître Lefebvre l'avait dit. Le lendemain matin, un SMS provenant d'un étrange numéro crypté arriva sur mon téléphone, m'informant qu'une somme d'argent importante avait été transférée sur un nouveau compte bancaire ouvert à mon nom. Je n'osais pas le vérifier via l'application bancaire normale, mais je savais que la promesse avait été tenue. Je n'étais plus l'Amélie les mains vides. Alors que je réfléchissais à mes prochaines étapes, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, par le Judas, je vis mon ex-belle-mère et mon ex-belle-sœur à la porte. Christine portait un sac d'orange d'allure légèrement flétrie, et Julie regardait autour d'elle avec curiosité. Je savais qu'elle n'était pas là avec de bonnes intentions. J'ouvris la porte, affichant une expression fatiguée et découragée. Christine, Julie, entrez. Christine entra, posant le sac d'orange sur la table d'une voix pleine de fausse compassion. Je suis venu voir comment tu allais, ma chérie. Tu as l'air si épuisée. Eh bien, ce qui est fait est fait. Considère juste que ton histoire d'amour est terminée. Julie ajouta son grain de sel, se promenant dans le salon comme si elle inspectait la propriété. La maison est toujours aussi bien rangée. Tu ne te sens pas seule ici? Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous quelque temps, juste pour la compagnie? Je compris parfaitement leurs intentions. Elles craignaient que je ne vende la maison ou que je n'y amène un autre homme. Elles voulaient me contrôler et contrôler cette propriété. Je secouai la tête, ma voix faible. Merci, Christine, Julie, mais je préfère être seule en paix. Je suis habituée à cette maison. Christine s'assit sur le canapé, me tapota la main et alla droit au but. Écoute, ne te fâche pas si je dis ça. Cette dette de 500 000 €. Même si Marc l'a entièrement assumée, penses-tu que les usuriers te laisseront tranquille? Et s'ils venaient ici pour recouvrer? Tu es une femme toute seule. Que ferais-tu? Et si tu me signais la maison à mon nom? Je serais la propriétaire juste pour te protéger. Si quelque chose arrive, en tant que personne plus âgée, je pourrai leur parler. Dès que tout se sera calmé, je te rendrai la maison. Qu'en penses-tu? J'ai failli éclater de rire. Quelle rusée! Elle voulait me piéger pour que je lui signe légalement la maison. Si j'acceptais, j'étais sûr de ne jamais la revoir. Je feignis d'être effrayé, reculant. Oh, Christine, j'ai tellement peur. Je n'ose pas m'occuper de papier en ce moment. Marc a dit que la maison était pour moi, ils ne viendront sûrement pas me chercher. Voyant que je ne tombais pas dans son piège, Christine eut l'air mécontent, mais garda sa voix douce. Je m'inquiète juste pour toi. Réfléchis-y. Après tout, je t'ai toujours considérée comme une fille, et maintenant que tu as quitté ton emploi, comment vas-tu subvenir à tes besoins? As-tu besoin d'aide? Julie ajouta, c'est vrai. Ne sois pas timide. Nous sommes de la famille. Je savais que c'était un autre piège. Elle voulait savoir s'il me restait des économies pour pouvoir prendre le reste. Merci, Christine et Julie. J'ai encore un peu d'argent de côté. Cela devrait suffire un certain temps. Quand il sera épuisé, je chercherai un nouvel emploi, répondis-je, essayant de paraître sincèrement en difficulté. Entendant ma réponse et voyant qu'il n'y avait plus rien à m'extraire, elles restèrent un peu plus longtemps puis partirent. Avant de partir, Christine n'oublia pas de me rappeler, réfléchis à ce que je t'ai dit. Tout ce que je fais est pour ton bien. Je les raccompagnai à la porte et la refermai avec un claquement desquels se tournèrent. Leur hypocrisie me rendait malade. Pour mon bien. Elles ne voulaient que leur propre bien. Dès qu'elles furent parties, j'appelai Maître Lefebvre. Maître Lefebvre, c'est moi, Amélie Dubois. Mademoiselle Dubois, avez-vous de nouvelles instructions? Maître Lefebvre, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose, enquêter sur ce que mon ex-mari Marc Chevalier et sa maîtresse Chloé Morel prévoient, surtout en ce qui concerne les maisons, les voitures ou tout projet d'investissement. Certainement, madame. Je vais commencer l'enquête immédiatement. Et une chose de plus, dis-je, ma voix devenant froide. Je veux que vous m'aidiez à acheter un appartement, le Penthouse, le plus beau et le plus cher de la résidence Le Grand Panthéon. Tout le processus doit être fait au nom d'un fonds fiduciaire privé que vous créerez pour moi, appelé le fonds fiduciaire de la Couronne. Mon nom ne doit apparaître nulle part. Maître Lefebvre fut un peu surpris, mais il retrouva rapidement son professionnalisme. Compris, madame.
Tout sera fait selon vos instructions. Le Grand Panthéon était la résidence de luxe la plus exclusive de la ville, un lieu pour la haute société. Je me souviens qu'une fois, Marc m'avait montré un panneau publicitaire et m'avait dit, quand je réussirai, je t'achèterai une place là-bas. Maintenant, il en rêvait, mais avec une autre femme. Eh bien, Marc Chevalier, voyons quelle sera ta réaction quand ton rêve sera volé par la femme que tu as jetée. Mon plan de vengeance commencera précisément par ton rêve de luxe. Quelques jours après ce premier appel, j'ai reçu un message de Maître Lefebvre qui disait simplement « Je vous invite à prendre le thé au salon de thé de la Cour Fleurie à 15 heures. » C'était un petit salon de thé, calme, dans une ruelle du quartier du Marais, un endroit complètement discret pour un avocat de renom ou une femme sur le point d'hériter de millions. Je compris sa prudence et cela augmenta ma confiance en lui. Je m'habillai de vêtements simples et discrets et pris un taxi jusqu'à l'endroit convenu. Le salon de thé était presque vide, avec seulement une musique d'ambiance douce. Maître Lefebvre m'attendait déjà dans un coin discret avec un petit dossier devant lui. Me voyant, il se leva et me salua d'un hochement de tête poli. « Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Je m'assis, un peu anxieuse. « Avez-vous des informations ?» Maître Lefebvre me poussa le dossier. « Madame, ceci est un rapport préliminaire. Selon notre enquête, Marc Chevalier tente actuellement de finaliser une start-up de technologie de maison intelligente. Il a investi tout son capital et a emprunté plus d'argent pour le projet. Quant à Chloé Morel, après leur mariage, elle le presse d'acheter une maison. Ils ont déjà visité plusieurs endroits, et leur cible principale est le Penthouse en duplex dans la tour centrale du Grand Panthéon. La première page du dossier contenait des photographies discrètement prises de Marc et Chloé main dans la main dans le hall du Grand Panthéon. Le visage de Chloé était radieux, plein de rêves. Mon cœur ne me faisait plus mal. Je ne ressentais qu'un mépris froid. Son rêve était construit sur des mensonges et la douleur d'une autre femme. Ce Penthouse n'a pas encore été vendu, continua Maître Lefebvre. Le prix affiché est de 5 millions d'euros. Si vous décidez, nous pouvons procéder immédiatement. Ceci est le document de constitution du fonds fiduciaire de la Couronne. Tous vos futurs actifs peuvent être enregistrés sous ce fonds pour assurer la confidentialité et la sécurité. Je feuilletai le document et hochai la tête avec détermination. Allez-y, Maître Lefebvre. Achetez ce Penthouse immédiatement avec un paiement intégral en espèces. Je veux que tout le processus soit achevé le plus rapidement possible et, rappelez-vous, sans révéler aucune information me concernant. Les yeux de Maître Lefebvre montrèrent un bref éclat de surprise devant ma décision, mais il prit rapidement des notes. Compris, madame. Tout sera géré avec discrétion et efficacité. En quittant le salon de thé, je sentis mes pas plus légers. Le premier mouvement était fait. Je tendais un piège doux, et mes proies, ivres de leur victoire, n'en avaient aucune idée. Cette nuit-là, alors que je triais de vieilles affaires, me préparant mentalement à me défaire du passé, le téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu. Je répondis, et une voix perçante et suffisante se fit entendre. « Amélie, c'est moi, Chloé. » Je restai silencieuse. Cette femme avait encore l'audace de m'appeler. Voyant que je ne disais rien, Chloé devint plus confiante, son ton devenant gâté et ostentatoire. « J'appelais juste pour te donner une bonne nouvelle. Marc et moi, nous avons une nouvelle maison, un Penthouse au Grand Panthéon. Tu sais, c'est magnifique. Il a un jardin sur le toit avec vue sur toute la ville. Marc a dit qu'il voulait se rattraper et me donner la meilleure vie possible. Il a même dit que vivre avec toi l'étouffait, qu'il ne pouvait pas réaliser de grandes choses. Maintenant, avec moi à ses côtés comme inspiration, il peut vraiment être lui-même. » Chaque mot qu'elle prononçait était comme une aiguille qui piquait ma fierté. Mais étrangement, je ne ressentais aucune douleur. Je trouvais juste cela ridicule. Elle décrivait avec enthousiasme un rêve que je venais d'acheter. Je forçai un soupir au téléphone. « Oh, c'est ça ? Félicitations à vous deux. »« Oh, allez. Ne sois pas triste, » dit Chloé, feignant la consolation. « C'est le destin. Tu ne peux pas le combattre. Au fait, Marc a aussi parlé de toi. Il a dit qu'après tout, vous étiez mariés et que si tu avais des difficultés à l'avenir, il ne resterait pas les bras croisés. C'est un homme si bon, tu ne trouves pas ? » Je ris de dédain. « Oui, il est très bon. » « Eh bien, je ne t'embêterai plus. Ce week-end,
nous allons verser l'acompte. Quand nous aurons la maison, je t'inviterai à la voir pour que tu vois à quoi ressemble une vraie maison, dit-elle et raccrocha sans attendre ma réponse. Elle imaginait sûrement mon visage tordu de souffrance et d'envie, mais elle se trompait. Elle ne savait pas qu'elle venait de se vanter d'un rêve vide. Cette maison, elle ne l'aurait jamais, et j'allais m'assurer que ce n'était que le début de sa longue série de déceptions. Quelques jours plus tard, je me forçais à quitter la maison pour prendre l'air. Rester enfermé entre quatre murs n'était pas la solution. Je me promenais dans les rues familières, mon esprit en pleine effervescence. Je ne sais comment, mais par un coup du destin, mes pieds me menèrent aux alentours de la mairie. Et c'est là que je les vis. Marc et Chloé. Marc portait un costume élégant et Chloé une robe blanche immaculée, l'air d'une mariée. Ils sortaient du bureau de l'état civil, main dans la main, tenant 2 certificats de mariage tout neufs. Tous deux semblaient radieux de bonheur. Chloé brandit même le certificat, posant sa tête sur l'épaule de Marc pour prendre un selfie. Leur sourire était une insulte à mon égard. Il y a tout juste une semaine, au même endroit, Marc et moi avions finalisé notre divorce. Je détournai rapidement le visage, trouvai un banc de parc dans un coin de la place de l'autre côté de la rue, et m'assis, feignant de ne pas les voir. Je ne voulais pas les affronter à ce moment-là, mais il semblait que le destin voulait me jouer un tour. Après avoir pris des photos à leur guise, ils marchèrent vers le parc, probablement en direction du parking souterrain. « Amélie, qu'est-ce que tu fais là ?» La voix de Marc était un mélange de surprise et d'embarras. Je levai lentement la tête, forçant un sourire étrange. « Juste une promenade. »« Félicitations à vous deux. » Chloé me toisa d'un regard qui ne cachait pas son triomphe. Elle brandit délibérément le certificat de mariage, le faisant miroiter devant moi. « Merci. Nous venons de le rendre officiel. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme devant la loi. Marc a dit que c'est le premier cadeau qu'il me fait. Le second sera le Penthouse du Grand Panthéon. Nous sommes en route pour le bureau du promoteur pour tout régler maintenant. » Marc toussa discrètement, pensant peut-être que Chloé parlait trop, mais son regard vers moi était toujours plein de la vanité du vainqueur. « Amélie, tu vas bien ?» Je baissai la tête, feignant de regarder mes chaussures. « Je suis comme d'habitude. » À ce moment précis, une berline de luxe s'arrêta devant le parc. La porte s'ouvrit, et maître Arthur Lefebvre, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, en sortit, tenant un porte-document en cuir bleu foncé. Il regarda autour de lui un instant, puis marcha d'un pas rapide dans ma direction. « Mademoiselle Dubois, dit-il d'un ton extrêmement respectueux, ignorant complètement la présence de Marc et Chloé. Je m'excuse pour le retard. Ceci est l'accord final d'achat et de vente pour le Penthouse de la tour centrale. Le promoteur exige votre signature finale pour achever le processus de transfert de propriété. Le paiement a déjà été effectué en totalité. » Il ouvrit le porte-document devant moi. Les mots « accord d'achat et de vente pour le Penthouse en duplex » et le nom « le fonds fiduciaire de la couronne » en dessous sautèrent aux yeux de Marc et Chloé. L'air autour de nous devint soudainement épais. Le sourire sur les lèvres de Chloé se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur le contrat puis sur moi avec une expression d'incrédulité totale. Le certificat de mariage dans sa main sembla s'alourdir, tombant presque au sol. La bouche de Marc s'ouvrit, son visage changeant de couleur à chaque seconde, de la surprise à la confusion, puis à la suspicion. Il bégaya. « Avocat, Grand Panthéon, Amélie, qu'est-ce que c'est ?» Je pris calmement le stylo que maître Lefebvre me tendait sans même regarder les détails du contrat, car je savais qu'il avait tout préparé parfaitement. Je signai mon nom dans le champ du représentant du fonds fiduciaire de la couronne. Ma signature était ferme et décisive. Après avoir signé, je rendis le porte-document à maître Lefebvre. « C'est fait. Merci. C'était beaucoup de tracas. C'est mon devoir, madame. » Maître Lefebvre hocha la tête. « La documentation légale et la clé vous seront livrées dans les prochains jours. Avec votre permission, je prends congé. » Sur ce, il se tourna et s'éloigna professionnellement, laissant derrière lui un silence suffocant. Marc fut le premier à le rompre. Il me désigna du doigt, sa voix tremblante. « Amélie Dubois, explique-toi. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter un appartement au Grand Panthéon et le Penthouse ? Pas moins. C'est quoi ce jeu ? » Chloé sembla aussi sortir de sa stupeur, criant d'une voix perçante.
C'est vrai. D'où vient l'argent? Où est-ce Marc qui te l'a donné derrière mon dos? Marc, dis-moi, tu lui as donné de l'argent sans que je le sache? Je me levai lentement, époussetant ma poussière inexistante. Je regardai directement dans les yeux de Marc, puis le visage de Chloé, tordu de rage. Un léger sourire apparut sur mes lèvres pour la première fois depuis le divorce. D'où ai-je eu l'argent? Je ne pense pas que ce soit ton affaire, n'est-ce pas, Marc Chevalier, dis-je, insistant sur chaque mot. Nous sommes divorcés. Et toi? Je me tournai vers Chloé. Tu devrais demander à ton nouveau mari ce qu'il t'a promis et s'il a la capacité de tenir sa promesse. Sur ce, je ne leur laissai pas le temps de réagir. Je me tournai et m'éloignai calmement. Derrière moi, je pouvais encore entendre les cris de Chloé qui l'interrogeait et la voix de Marc qui essayait de s'expliquer précipitamment. Je jure que je ne lui ai pas donné un sou. Je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Laissez-les se disputer. Laissez-les douter l'un de l'autre. La graine de la discorde avait été plantée, et je savais qu'elle allait bientôt germer et détruire ce qu'ils appelaient l'amour. Le sentiment de satisfaction de voir les visages choqués de Marc et Chloé ne dura qu'un instant, rapidement remplacé par un calme froid. Ce n'était que le début. Je savais qu'après le choc d'aujourd'hui, ils ne me laisseraient pas tranquille. Et comme je l'avais prédit, les jours suivants, ma vie commença à subir de subtiles perturbations. D'abord, une vieille amie commune m'appela. Après quelques plaisanteries, elle alla droit au but. Dis, tu fais la grande vie? Marc m'a dit que tu avais acheté un Pantouz au Grand Panthéon. Tu es devenu riche et tu le caches à tes amis? Je ris doucement au téléphone d'un ton fatigué. Qui t'a raconté ces bêtises? Je viens de divorcer. Je n'ai pas d'emploi. Je vis chez mes parents. Où aurais-je l'argent pour acheter une propriété? Marc a dû se tromper. Il a probablement vu quelqu'un qui me ressemblait. Plus je niais naturellement, plus mon amie à l'autre bout du fil semblait confuse. Elle hésita un instant puis raccrocha. Je savais que mon démenti serait relayé à Marc, ce qui le laisserait encore plus confus et soupçonneux. Une femme sans rien, pourquoi aurait-elle un avocat privé et signerait-elle un contrat pour une propriété de luxe? Ce mystère allait le hanter. Ensuite, ce fut le tour de mon ex-belle-mère et de mon ex-belle-sœur. Cette fois, elles ne vinrent pas chez moi. Christine m'appela. Le ton était complètement différent de d'habitude. Il n'y avait plus d'arrogance ni de fausseté, mais une certaine curiosité et un ton inquisiteur. Amélie, j'ai entendu dire que tu avais gagné à la loterie ou quelque chose comme ça. C'est vrai? Non. Pourquoi tu demandes, Christine? Je feignis l'innocence. Eh bien, Marc m'a dit qu'il t'avait vu avec un avocat signer des papiers pour une maison de plusieurs millions d'euros. Si tu avais une telle chance, tu devrais le dire à la famille pour que nous puissions fêter ça avec toi. Après tout, nous étions de la famille autrefois. Elle essayait de paraître proche. Cela n'est pas arrivé. Marc doit se tromper. Je passe mes journées à la maison. Je ne vais nulle part. Quel avocat? Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Je niai tout catégoriquement. Je savais que sa famille était en ébullition, incapable de comprendre ce qui se passait. Ma richesse soudaine, si elle était réelle, serait un grand choc pour eux. Ils m'avaient jeté comme un vieil objet. Et maintenant, cet objet avait le potentiel de briller plus fort que tout ce qu'ils possédaient. Cela les rendait simultanément curieux et furieux. Pendant ce temps, je reçus un rapport de Maître Lefebvre. Marc et Chloé avaient eu une énorme dispute après l'incident à la mairie. Chloé refusait de croire que Marc ne m'avait pas secrètement donné de l'argent, et Marc était désespéré car il ne pouvait pas expliquer la situation. Il avait même fait enquêter discrètement sur Maître Lefebvre et le fonds fiduciaire de la Couronne. Mais bien sûr, tous ces efforts furent vains. Maître Lefebvre avait créé une façade parfaite. Le fonds fiduciaire de la Couronne était enregistré à l'étranger avec des représentants sans aucun lien avec moi. Toutes les pistes menaient à une impasse. L'incapacité de découvrir la vérité rendait Marc de plus en plus irritable. Il commença à décharger sa frustration sur Chloé, disant que c'était à cause de ses exigences qu'il était sous pression. Leur relation construite sur des promesses matérielles commençait à montrer ses premières fissures. Je suivis tous ces développements en silence. Je n'avais pas grand-chose à faire,
juste à maintenir mon silence et à laisser leurs suspicions et leur curiosité grandir et les consumeurs de l'intérieur. Mon plan se déroulait comme prévu. J'avais volé leur plus grand rêve et il était maintenant temps de cibler le fondement de la confiance en soi et de l'arrogance de Marc Chevalier, son projet de start-up. Un matin, je reçus le deuxième dossier de Maître Lefebvre. C'était un rapport détaillé sur le projet de technologie de maison intelligente que Marc développait. En feuilletant les pages, un sourire froid revint sur mes lèvres. Il s'avéra que le projet dont il était si fier n'était qu'une coquille vide. Le rapport de Maître Lefebvre était plus dense que je ne l'avais prévu, et chaque mot exposait la faiblesse et l'illusion de Marc Chevalier. Son projet de maison intelligente semblait impressionnant, mais la technologie était inoriginale, copiée sans réelle innovation. Le modèle économique n'était pas réaliste. Pour maintenir les apparences et garder l'opération à flot, Marc avait dépensé tout son capital initial et eu recours à des prêts auprès d'usuriers avec des taux d'intérêt exorbitants. La dette fictive de 500 000 € qu'il avait inventée pour me piéger dans le divorce n'était, en fin de compte, que la partie émergée de l'iceberg de sa dette réelle. Plus important encore, le rapport indiquait que la survie de l'ensemble du projet dépendait désormais d'un seul investisseur providentiel, un monsieur Berger, qui était sur le point d'injecter une grande quantité de capital afin que Marc puisse lancer le produit. Sans cet investissement, la société de Marc s'effondrerait en un mois. Monsieur Berger. C'était le talon d'Achille de Marc. Je pris le téléphone et appelai Maître Lefebvre, ma voix ferme. Maître Lefebvre, j'ai vu le rapport. Je veux que vous fassiez deux choses. À votre service, madame. Premièrement, trouver un moyen d'approcher l'investisseur, monsieur Berger. Pas directement, mais par l'intermédiaire d'un tiers, comme un cabinet de conseil en investissement. Montrez-lui les risques du projet de Marc Chevalier, et en même temps, présentez-lui une opportunité d'investissement plus attractive et plus sûre. Je me fiche de ce qu'est l'opportunité, vous pouvez en créer une. L'objectif final est de faire en sorte que monsieur Berger renonce à investir dans Marc. Maître Lefebvre resta silencieux quelques secondes, réfléchissant, puis répondit, c'est faisable. Nous avons des experts en analyse financière et le réseau nécessaire pour le faire naturellement et sans laisser de traces. Excellent. Deuxièmement, continuez-je, utilisez le nom du fonds fiduciaire de la Couronne pour créer une nouvelle entreprise technologique appelée Dynamique Vivante. Enregistrez-la dans le même secteur d'activité que l'entreprise de Marc. Puis contactez les employés clés qui travaillent pour lui et offrez-leur le double de leur salaire. Je veux récupérer toute son équipe cette fois. Maître Lefebvre ne put cacher sa surprise dans sa voix. Mademoiselle Dubois, vous voulez le concurrencer directement? Je ne veux pas le concurrencer, répondis-je. Ma voix. Je vois. Je veux qu'il n'ait nulle part où courir. Je veux que le projet de sa vie, sa fierté, meure né. Répandez une rumeur sur le marché selon laquelle un investisseur majeur avec un capital illimité est sur le point d'entrer dans ce secteur. Cette rumeur seule suffira à faire fuir les autres partenaires plus petits de Marc. Compris, madame. Tout sera pris en charge immédiatement. Les coûts nécessaires seront déduits de votre compte. Pas de problème, dis-je et je raccrochai. Je me calai dans ma chaise et regardai le ciel dehors. Le soleil brillait, mais mon cœur était froid comme la glace. Que étais-je en train de faire? Je devenais une personne calculatrice, machiavélique. Mais l'image de Marc et Chloé s'embrassant et heureux dans la rue me revint en mémoire, effaçant toute hésitation. Ils ne m'avaient même pas laissé une porte de sortie. Pourquoi devrais-je avoir de la pitié pour eux? Les jours suivants furent un jeu d'attente. Je cessai de me soucier des appels insistants d'amis ou des remarques indirectes de la famille de Marc. Mon esprit était entièrement concentré sur l'échiquier que j'avais mis en place. Et la première bonne nouvelle arriva. Maître Lefebvre m'informa que ses experts avaient réussi à convaincre monsieur Berger de reporter son investissement dans l'entreprise de Marc pour réévaluer la situation. En même temps, Dynamique Vivante fut officiellement constituée et commença sa campagne de recrutement. Le directeur technique en chef de Marc et son responsable des ventes furent les premiers à recevoir des offres d'emploi avec des conditions irréfutables. Un piège parfait se refermait lentement. Marc Chevalier, savourant toujours sa nouvelle vie avec sa belle jeune épouse, rêvant encore du jour où son projet réussirait et où il emménagerait dans sa nouvelle maison. Il n'avait aucune idée qu'une tempête créée par son ex-femme se rassemblait silencieusement, sur le point d'emporter tout ce qu'il avait. Mon silence était mon arme la plus efficace. Alors que j'étais tranquillement chez moi, lisant,
arrangeant des fleurs et recevant des rapports réguliers de Maître Lefebvre, la tempête que j'avais créée commença à gronder dehors. Elle commença par des murmures. Certains fournisseurs de l'entreprise de Marc reçurent des appels anonymes de consultants qui insinuaient que Dynamique Vivante était sur le point de lancer un produit supérieur et que la situation financière de l'entreprise de Marc était alarmante. Au début, ils doutèrent. Mais quand le CTO star de Marc et son talentueux responsable des ventes démissionnèrent soudainement et rejoignirent Dynamique Vivante une semaine plus tard, la panique s'installa. Dans le monde des affaires, les nouvelles se répandent plus vite que tout. La rumeur commença à circuler que l'entreprise de Marc n'était qu'une façade, qu'il était au bord de la faillite. Les employés restants devinrent également agités. Ils virent les deux piliers de l'entreprise partir. Ils entendirent parler d'un nouveau concurrent puissant, et la loyauté commença à vaciller. Certains des plus intelligents envoyaient déjà leur CV à Dynamique Vivante. La chute d'une entreprise commence souvent par la chute de la confiance, et j'avais réussi à détruire cette confiance. En même temps, les créanciers à qui Marc devait de l'argent commencèrent à sentir le danger. Monsieur Dubois, voyant que Marc ne payait pas les intérêts à temps, envoya quelques-uns de ses hommes à l'air menaçant au bureau de Marc pour une visite de courtoisie. Bien qu'ils ne fassent rien de grave, leur présence suffit à propager un climat de peur et de pessimisme. Bien sûr, Marc cacha cette nouvelle à Chloé. Il essayait toujours de faire croire que tout était sous contrôle. Mais il oublia que Chloé vivait dans un monde différent. Un monde de thé l'après-midi et de cercles sociaux où les commérages étaient le plat principal. Ce jour-là, pendant que Chloé se faisait les ongles dans un spa de luxe, sa meilleure amie lui murmura à l'oreille, « Chloé, comment vont les affaires de ton mari ? J'ai entendu dire que l'entreprise est pleine de dettes et que même des usuriers y sont allés pour récupérer de l'argent. On en parle beaucoup dans un groupe de potins en ligne. » J'imagine le visage de Chloé à ce moment-là. Il est sûrement passé de la surprise à la colère et enfin à la honte. Ce qu'elle craignait le plus n'était pas que Marc manque d'argent, mais qu'elle perde la face devant ses amis. Elle s'était tellement vantée de son mari talentueux, de son avenir luxueux, et maintenant elle risquait de devenir la risée. Cette nuit-là, Chloé rentra chez elle et confronta Marc. Une autre violente dispute éclata. Marc nia tout avec véhémence, disant que ce n'était que des rumeurs propagées par la concurrence pour le faire tomber. Chloé, hésitante, avait déjà le cœur plein d'anxiété. Le rêve du grand Panthéon s'était déjà évanoui, et maintenant même son statut d'épouse de PDG était en péril. Moi, assise dans ma vieille maison avec une tasse de thé chaud à la main, je lisais calmement le rapport que Maître Lefebvre m'avait envoyé. Le rapport détaillait le chaos dans l'entreprise de Marc, ses disputes avec Chloé, la panique de ses partenaires. Tout se passait exactement comme je le voulais. Le navire de Marc coulait lentement, et je n'arrêterai pas avant qu'il ne soit complètement au fond de la mer. Ma patience fut enfin récompensée. Après le départ du directeur technique et du responsable des ventes, un employé proche de Marc, craignant que l'entreprise ne fasse faillite et qu'il ne soit pas payé, contacta secrètement Dynamique Vivante pour faire plaisir à la nouvelle entreprise. Il remit des données internes importantes, y compris l'accès à un ancien compte de messagerie professionnelle que Marc n'utilisait plus, mais avait oublié de supprimer. Et c'est là que je trouvais ce dont j'avais besoin, une copie numérisée de l'accord de prêt entre Marc Chevalier et Monsieur Dubois, pour le montant exact de 500 000 €, avec la mention claire, prêt personnel, signé un mois seulement avant notre divorce. C'était ça, la preuve irréfutable, la preuve que Marc avait menti. Ce n'était pas un prêt commercial, mais à des fins personnelles. Et je savais que cette fin n'était autre que de soutenir Chloé et de monter la farce du divorce. Avec la preuve en main, je n'ai pas agi de manière irréfléchie. Je savais que Chloé était une femme superficielle. Ce qui la ferait craquer n'était pas la vérité elle-même, mais la façon dont la vérité lui serait révélée. Cela devait être inattendu, accidentel, et toucher sa fierté directement. J'ai demandé à Maître Lefebvre de faire surveiller la routine de Chloé. Sans surprise, elle passait la plupart de son temps dans les centres commerciaux, les spas et les cafés de luxe. Elle avait l'habitude d'aller se faire un soin de peau au spa à Nantara de la rue de la Paix tous les mercredis après-midi. C'était le moment parfait. Le plan fut méticuleusement élaboré. Maître Lefebvre engagea un détective privé, un homme d'âge mûr à l'air fatigué et crédible, pour se faire passer pour un coursier. L'accord de près de 500 000 € fut imprimé sur du papier de haute qualité et placé dans un vieux dossier. Ce mercredi-là, je m'assis dans un café en face du spa à Nantara, observant en silence. Vers 16 h,
Chloé sortit avec un visage frais et satisfait après son traitement de beauté. Elle marchait en manipulant son téléphone, postant probablement des photos sur les réseaux sociaux. À ce moment précis, le détective jouant le rôle du coursier, portant une pile de cartons, sortit d'une ruelle, l'air pressé. Il heurta accidentellement Chloé. « Et » cria Chloé, manquant de tomber. « Oh, je suis tellement désolé. »« Je suis tellement désolé, » dit le coursier, gêné. L'impact fit tomber le vieux dossier qu'il portait, éparpillant quelques papiers sur le trottoir. Chloé, agacée, était sur le point de le réprimander quand son regard se fixa sur quelque chose. L'un des papiers était tombé juste à ses pieds. Les mots « accord de prêt » et le nom du débiteur, Marc Chevalier, étaient imprimés en gras. Le montant, 500 000 €, était écrit en toutes lettres et en chiffres dans un rouge éclatant. Le coursier se dépêcha de ramasser les papiers, s'excusant profusément. « Je suis tellement désolé, madame. Je suis pressé de faire une livraison pour mon patron, et je ne vous ai pas vu. Je m'excuse pour le dérangement. » Mais Chloé n'écoutait plus. Ses yeux étaient rivés sur ce papier. Bien qu'elle ne l'ait vu qu'un coup d'œil, la signature de Marc était indubitable. 500 000 € de prêt personnel. La date de signature était avant le divorce. Tous les détails s'emboîtaient, formant une vérité terrifiante. « Quel papier est-ce » bégaya Chloé, montrant le sol. Le coursier eut l'air embarrassé, remit rapidement tout dans le dossier et le serra contre sa poitrine. « Oh, ce n'est rien. Juste de vieux papiers de mon patron. Je dois y aller. Je suis désolé. » Sur ce, il monta précipitamment sur un vieux scooter garé à proximité et disparut, laissant Chloé paralysée au milieu du trottoir. Son beau visage était maintenant pâle, dénué de sang. Ses lèvres étaient étroitement serrées, et là maintenant son téléphone coûteux tremblait de façon incontrôlable. Le soupçon qui la tourmentait depuis si longtemps avait maintenant une réponse. Mais cette réponse était plus amère et cruelle qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Après tout, Marc ne lui avait pas seulement caché des dettes, mais il devait déjà une somme astronomique avant même qu'ils ne soient officiellement ensemble. Alors, qu'en est-il du projet de maison intelligente et de la promesse d'un avenir riche? Tout cela était-il un mensonge aussi? Assise au café, je pris une gorgée de thé amer, regardant Chloé s'éloigner, trébuchant. Ce jeu devenait de plus en plus intéressant. Je savais que ce soir, il y aurait un véritable ouragan dans la maison où il vivait, et je serais la spectatrice savourant le son de la destruction. L'ouragan arriva plus vite que je ne le pensais. Juste après avoir quitté le spa, Chloé ne rentra pas chez elle. Elle se rendit directement au bureau de l'entreprise de Marc. À ce moment-là, son entreprise était en plein chaos. Des employés démissionnaient en masse, des fournisseurs exigeaient des paiements, et l'investisseur clé était parti. Marc était assis dans son bureau, la tête entre les mains, quand Chloé fit irruption. « Marc Chevalier, explique-moi ce que c'est. » Chloé jeta son sac de créateur sur le bureau de Marc, sa voix craquante. Elle était si stridente. « Tu devais 500 000 € à quelqu'un avant même de divorcer de ton ex-femme. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Marc sursauta, pâlissant à la vue de la fureur de Chloé. Il se leva précipitamment, essayant de la calmer. « Chloé, calme-toi. Où as-tu entendu ces bêtises? Il n'y a rien de tout ça. » « Des bêtises? J'ai vu ton accord de près de mes propres yeux, » cria Chloé. « Ne crois pas que je suis stupide et facile à tromper. Dis-moi, à quoi as-tu emprunté cet argent? Est-ce pour le donner à ton ex-femme ou l'as-tu utilisé pour me soutenir? Pour peindre ce tableau d'un avenir riche et faux. » Frappé en plein cœur. Marc était sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que Chloé découvre cela. « Non, ce n'est pas ce que tu penses. C'était de l'argent que j'ai emprunté pour investir dans l'entreprise. C'est du travail. Tu ne comprendrais pas. » « Le travail? » Chloé rit amèrement. Un travail qui a mené l'entreprise à cet état de quasi-faillite. Les employés sont tous partis. Les usuriers frappent à la porte. Regarde ton bureau. On dirait une zone sinistrée. Tu m'as trompé. Leur dispute devint si forte que les quelques employés restant au bureau purent tout entendre. À ce moment-là, le téléphone d'une employée vibra. Elle le regarda, se couvrit la bouche de choc, et le montra à sa collègue. Une courte vidéo devenait virale sur les réseaux sociaux.
La vidéo montrait quelques hommes tatoués à la porte de l'entreprise de Marc criant et réclamant de l'argent. En arrière-plan, l'enseigne de l'entreprise semblait décrépite. Chloé la vit et arracha le téléphone. En voyant les images, son visage perdit toute sa couleur. C'était une humiliation publique. Ses amis, sa famille, tout le monde le verrait. Il se moquerait d'elle. La femme qui avait tout abandonné pour suivre un homme aux promesses vides. Marc Chevalier. Chloé jeta le téléphone par terre où il se brisa. Tu es un scélérat, un menteur. Où est le pantouse du grand Panthéon? Où est ma vie de luxe? Ce que tu m'as promis? Maintenant, je n'ai même plus ma dignité. Perdant complètement son sang-froid, Chloé commença à le griffer et à détruire tout ce qui se trouvait sur le bureau de Marc. Des dossiers, l'ordinateur, les verres, tout vola au sol. Marc, qui était déjà sous pression de tous les côtés, étant humilié devant ses employés, perdit également le contrôle. Il poussa Chloé violemment, criant « Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Si ce n'était pas pour toi, toujours à exiger des maisons de luxe et des voitures chères, toujours à me faire pression. Tu crois que je serais dans cette situation? Tu ne sais que prendre. As-tu déjà partagé le fardeau avec moi? Tu oses dire que c'est ma faute? » Chloé était stupéfaite. « Tu me blâmes? Tu m'as trompé du début à la fin, et maintenant tu me blâmes? Oui, c'est ta faute. » Les deux se mirent à se battre. Ce n'était plus une dispute, mais une violente bagarre physique et verbale. Les doux mots d'amour d'avant se transformèrent en les insultes les plus venimeuses. L'employé d'avant enregistra rapidement toute la scène. Cette nuit-là, je reçus un email anonyme. En pièce jointe, la vidéo complète de la bataille dans le bureau de Marc avec le message « Mademoiselle Dubois, je suis une ancienne employée de votre ex-mari. Je ne supportais plus son hypocrisie. Je vous souhaite le meilleur. » Je regardais et revisionnais la vidéo. Mon cœur était impénétrable. Tout était sur le point de s'achever pour leur relation, mais je savais qu'il y avait encore un dernier coup, une dernière vérité à révéler pour y mettre fin. La vérité sur la véritable raison de notre divorce. La relation entre Marc et Chloé était irrévocablement brisée. Chloé avait déménagé de la maison de Marc, mais il n'avait pas encore officiellement rompu en raison de problèmes financiers et des promesses que Marc essayait encore d'utiliser pour la retenir. C'était le moment idéal pour moi de jouer ma dernière carte. Je voulais que Chloé sache qu'elle n'était pas la muse qui inspirait Marc. Mais la raison pour laquelle il avait dû monter une pièce méprisable pour se débarrasser de la femme qu'il avait soutenue dans les moments difficiles. La personne qui pouvait faire cela n'était autre que Monsieur Dubois, celui qui avait joué le rôle du créancier dans la supercherie de Marc. Encore une fois, je me suis tourné vers Maître Lefebvre. Maître Lefebvre, trouvez un moyen de contacter Monsieur Dubois. J'ai une proposition pour lui. Maître Lefebvre, avec son réseau, trouva rapidement un moyen discret d'approcher Monsieur Dubois. Il s'avéra que Dubois avait aussi mal à la tête à cause de la dette de 500 000 € que Marc ne pouvait pas payer. Lorsque l'intermédiaire de Maître Lefebvre le trouva, la proposition était simple et tentante. Quelqu'un voulait rembourser 100 000 € de la dette de Marc en espèces immédiatement. En échange, il n'avait qu'une seule chose très simple à faire. Lors d'une rencontre accidentelle avec Marc et Chloé, il devait laisser échapper l'histoire de la façon dont Marc lui avait demandé de simuler une faillite pour divorcer de son ex-femme. C'est tout. Ce qui se passait après n'était pas son problème, et la personne qui payait ne serait jamais révélée. Pour un usurier comme Monsieur Dubois, c'était une affaire irrésistible. Il récupérait une partie d'une dette à haut risque et ne s'impliquait pas dans d'autres problèmes. Il accepta immédiatement. La rencontre accidentelle fut organisée dans un café tranquille où Marc avait arrangé de rencontrer Chloé pour une dernière tentative de réconciliation. Je n'étais pas là, mais toute la séquence des événements fut enregistrée par l'une des personnes de Maître Lefebvre assise à la table d'à côté, qui me rapporta tout. Alors que Marc et Chloé parlaient tendrement, Monsieur Dubois entra dans le café. Voyant Marc, il s'approcha avec un sourire et lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Salut, Marc. Ça fait longtemps. C'est ta petite amie? Elle est magnifique. » Marc sursauta, pâlit, et tenta de faire signe à Monsieur Dubois de se taire, mais il était trop tard. Monsieur Dubois continua d'une voix forte comme s'il ne remarquait pas l'embarras de Marc. « Tu as de la chance. Tu t'es à peine débarrassé de ton ex-femme, et tu as déjà trouvé une beauté comme ça.
Je dois avouer, la pièce que nous avons jouée l'autre jour était efficace. Simuler une dette à tout régler proprement. Ce gamin est malin. Chaque mot de Monsieur Dubois était comme un coup porté à la tête de Chloé. Elle se tourna, stupéfaite, regardant Marc puis Monsieur Dubois et vice-versa. Pièce? Quelle pièce? De quoi parlez-vous? La voix de Chloé trembla. Monsieur Dubois fit alors semblant de réaliser qu'il en avait trop dit. Il se gratta la tête avec regret. Oh, alors la jeune femme ne savait pas. Oh, mon Dieu! Marc ne vous l'a pas encore dit. Il m'a demandé de faire semblant d'être un créancier et d'inventer une dette de 500 000 € pour effrayer son ex-femme afin qu'elle signe rapidement les papiers du divorce. Oh, quelle grande gueule j'ai! Eh bien, vous deux, continuez votre conversation. Je vais y aller. Sur ce, Monsieur Dubois disparut rapidement, laissant derrière lui un silence de mort. Chloé resta immobile, son visage passant du blanc au violet. Elle se tourna lentement vers Marc. Son regard n'était plus celui de la colère, mais d'un profond dégoût et mépris. Marc Chevalier. Sa voix était froide comme la glace. Alors, c'est de ça qu'il s'agissait. Tu n'es pas seulement un menteur et un incompétent. Tu es un misérable scélérat. Tu as utilisé une supercherie dégoûtante pour te débarrasser de la femme qui t'a soutenu. Et moi j'étais la raison de cette supercherie. Elle bondit, attrapa le verre d'eau qui était sur la table, et le jeta au visage de Marc. Quelqu'un comme toi ne mérite rien. À partir de maintenant, entre toi et moi, c'est fini. Ne me montre plus jamais ton visage. Sur ce, Chloé se tourna et s'éloigna d'un pas décidé sans regarder en arrière, laissant Marc seul dans le café, trempé, humilié et complètement détruit. Tout ce qu'il avait essayé de construire sa carrière, son nouvel amour, son honneur s'était transformé en poussière en un après-midi. Je reçus la nouvelle avec un calme étrange. La partie d'échecs était terminée. Je m'assis en silence, tenant le téléphone qui venait de recevoir le rapport final sur l'incident au café. La bataille là-bas s'était terminée rapidement avec le départ décisif de Chloé. Mais je savais qu'une autre bataille, plus longue et plus laide, ne faisait que commencer au sein de la famille de Marc Chevalier. Le rapport de Maître Lefebvre disait qu'après le départ de Chloé, Marc resta paralysé dans le café pendant longtemps. Il ne la suivit pas, sachant peut-être que tout effort serait vain. L'humiliation, la honte et l'échec écrasant étaient inscrits sur le visage de l'homme qui avait autrefois été si arrogant. Il ne rentra pas immédiatement chez lui. Il alla boire seul jusqu'à être complètement ivre. Quand Marc tituba pour rentrer à la maison où il avait vécu avec moi, l'endroit qui devait maintenant être sa maison avec Chloé, sa mère et sa sœur l'attendaient déjà. Christine et Julie devaient avoir entendu parler de la dispute au bureau et du départ de Chloé. Elles attendaient une explication. Et quand Marc revint dans cet état d'ivresse et de désordre, la fureur de Christine explosa. « Regarde-toi. Regarde ton état. Mon Dieu, quelle honte d'avoir un fils comme toi, cria Christine. Les doux mots qu'elle utilisait pour protéger son fils en or avaient disparu. Tu as quitté Amélie, cette bonne fille travailleuse, pour courir après cette croqueuse de diamants. Maintenant, elle t'a quitté. Vois. As-tu enfin ouvert les yeux? Marc, déjà abattu et ivre, devint encore plus irrité en entendant les accusations de sa mère. Il cria, « Tu ne sais rien. Ne t'avise plus de parler d'elle. C'est de sa faute. C'est elle qui m'a ruiné. » Ruiné? Comment? Christine ne recula pas. Elle est restée à la maison à cuisiner, à prendre soin de ses beaux-parents pendant que tu courais avec d'autres femmes. T'as-t-elle ruiné ou t'es-tu ruiné toi-même? Dis-moi. L'entreprise est en faillite. La nouvelle femme est partie. Tu es criblé de dettes. Quel est ton avenir? L'avenir de cette famille? Julie, assise à côté d'eux, commença aussi à pleurer et à se lamenter. Oh, Marc, et maintenant? Les créanciers vont-ils venir chez nous? J'ai tellement peur. Si mes amis le découvrent, où vais-je cacher mon visage? Tu ne te soucies que des apparences, cria Marc à sa sœur. Quand j'avais de l'argent à te donner, pourquoi n'as-tu pas pensé à ce jour? Est-ce que quelqu'un dans cette maison me comprend vraiment? Leur dispute transforma la maison en un marché. Cris, pleurs, tables et chaises renversées. Ils se blâmaient mutuellement, révélant tout l'égoïsme et la cupidité qu'ils avaient cachés sous la façade d'une famille aimante.
Christine blâma Marc pour sa stupidité. Marc blâma sa mère et sa sœur d'être matérialistes. Julie pleura et blâma son frère d'avoir ruiné son avenir. Je lus chaque ligne du rapport, imaginant cette scène chaotique, ne ressentant aucune compassion. C'était leur vraie nature, une famille construite sur l'égoïsme et les illusions. Quand les illusions s'effondrèrent, il ne resta que la laideur et la bassesse. Ils se détruisaient mutuellement, se poussant dans la fosse de boue qu'ils avaient eux-mêmes créée. C'était la vraie punition, la punition qui venait de ceux qu'ils appelaient autrefois leurs plus chers. La tempête dans la famille de Marc dura plusieurs jours. Chloé, après son départ, se vengea également à sa manière. Elle emporta tous les bijoux et sacs de Marc que Marc lui avait achetés. Et par-dessus le marché, elle utilisa sa carte de crédit supplémentaire pour faire un énorme achat avant qu'il ne puisse l'annuler. Ce fut le coup de grâce d'une femme matérialiste, tondant le dernier brin de laine d'un mouton déjà tondu. L'entreprise de Marc, après avoir perdu son investisseur et tous ses employés clés, ne put se maintenir plus longtemps. Une semaine après la dispute au café, Marc Chevalier dut déclarer faillite. Le titre de jeune PDG talentueux, dont il était si fier, fut officiellement effacé, remplacé par une dette colossale et une histoire d'échecs commerciaux. Cette nouvelle fut comme un coup de foudre pour Christine et Julie. Leur dernier espoir s'était évanoui. La chute de Marc signifiait que leur source de revenus avait également disparu. L'ancienne maison familiale devint suffocante, remplie de soupirs et de disputes interminables. Et puis ce qu'elle craignait le plus arriva. Certains petits créanciers, incapables de trouver Marc, se rendirent chez Christine pour la faire pression. Ils ne firent rien de violent, se contentèrent de se tenir à la porte en criant, disant à tout le monde que Marc avait emprunté de l'argent et ne payait pas. Ce fut suffisant pour que tout le quartier le sache. La honte fut si grande que Christine n'osa plus quitter la maison. Une fois, un créancier plus agressif menaça d'entrer dans la maison. Christine, paniquée, dut appeler la police. L'incident fit de la famille le centre d'attention du quartier. En désespoir de cause et sans issue, elles pensèrent à moi. Mon téléphone commença à sonner de nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas des appels d'investigation ou de faux intérêts, mais des appels de panique. D'abord, Julie. Amélie, tu es là? Aide mon frère, s'il te plaît. Ils sont venus chez nous pour faire une scène. Mes parents sont tellement effrayés. Tu connais tant de gens. Vois si tu peux aider mon frère. Je répondis froidement. Les problèmes de Marc ne me concernent plus, Julie. Il a semé les graines. Maintenant, il doit récolter la moisson. Mais nous étions de la famille, Amélie. Quand lui et toute ta famille m'ont trompé. Quelqu'un a-t-il pensé que nous étions de la famille, dis-je et je raccrochai. Ensuite, ce fut Christine. Sa voix au téléphone n'avait plus aucune arrogance de belle-mère. C'était juste un cri suppliant. Amélie, ma chère, je t'en supplie. Sauve Marc. Sauve cette famille. Je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tort de ne pas bien te traiter. Pardonne-moi. Aide-le juste cette fois. Si quelque chose lui arrive, je ne survivrai pas. J'écoutais en silence ses lamentations et ses larmes de crocodile. Si j'étais une femme pauvre et misérable maintenant, verserait-elle une seule larme de pitié pour moi? Madame, j'ai changé d'adresse. Ce qui est passé est passé. Je ne suis plus votre belle-fille. Je suis juste une femme normale avec des moyens limités. Je ne peux pas aider. Dites à Marc de trouver une solution lui-même. Sur ce, je bloquai leurs 2 numéros. Le harcèlement devait s'arrêter ici. Elle s'était acculée dans un coin. Maintenant, elle devait faire face aux conséquences. Mais mon plan n'était pas encore terminé. Elle m'avait causé trop de douleur, et elle devrait payer pour chacune de leurs actions. Après avoir semé la peur dans la famille de Marc, j'ai décidé qu'il était temps de récupérer ce qui m'appartenait équitablement et franchement. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je voulais effacer toutes les traces de ma contribution à cette famille. Des contributions qu'elle n'avait jamais valorisées. Je me suis assise et j'ai fait une liste soigneuse. Article par article. Les 2 bracelets en or 18 carats que j'avais achetés avec mes économies pour offrir à Christine pour ses 60 ans. Les 2500 € que Julie m'avait empruntés pour acheter un nouveau scooter, promettant de me rembourser avec son premier salaire, mais n'en ayant jamais reparlé.
La grande télévision à écran plat et le système de son dans le salon de Christine, que j'avais acheté pour que tout le monde puisse mieux voir et entendre le reçu, étaient toujours dans mon tiroir. Et d'innombrables autres petites dépenses que j'avais faites pour meubler et décorer leur maison pendant les 5 années où j'étais leur belle-fille, dépenses que je n'avais jamais suivies. Au total, la somme était proche de 15 000 €. Pour moi maintenant, c'était une petite somme, mais pour la famille de Marc à ce moment-là, c'était une fortune. J'ai envoyé la liste à Maître Lefebvre. Maître Lefebvre rédigeait une lettre formelle à Christine et Julie exigeant le retour de tous ces biens et de cet argent dans un délai d'1 semaine. Joignez des copies des reçus et des relevés de virement que j'ai. Indiquez clairement que s'ils ne se conforment pas, nous procéderons à une plainte pour abus de confiance et détournement de fonds. Maître Lefebvre a agi rapidement. La lettre a été envoyée par courrier recommandé à Christine, et leur réaction n'a pas été surprenante. La première à m'appeler fut Julie, sa voix stridente. Amélie Dubois. Es-tu folle? Es-tu même humaine? Tu vas récupérer ces vieilleries. Tu veux détruire ma famille pour être satisfaite? Ces vieilleries ont été achetées avec mon argent durement gagné, répondis-je calmement. Je te les prêtais. Je ne te les pas donné. Les choses que j'ai achetées pour tes parents l'étaient en ma qualité de belle-fille. Maintenant, je ne fais plus partie de la famille. Il est normal que je veuille récupérer ce qui est à moi. Tu as 1 semaine pour te préparer. Je ne rendrai rien. Que peux-tu me faire, me défia-t-elle. Alors je te verrai au tribunal, dis-je doucement. Voyons si une jeune femme célibataire avec une condamnation pour détournement de fonds à son casier judiciaire peut facilement trouver un emploi ou se marier. De l'autre côté de la ligne, silence total. Je savais que j'avais touché son point faible. Julie pouvait être insolente, mais elle était terrifiée à l'idée de nuire à son avenir. Puis vint l'appel de Christine. Cette fois, sa voix au téléphone n'avait plus aucune arrogance. C'était un mélange de lamentation et de malédiction. Amélie. Oh, Amélie, comment peux-tu être si cruelle? Le bracelet que je porte depuis tant d'années est un souvenir. Comment as-tu le cœur de le réclamer? N'as-tu pas peur du châtiment divin? Madame, quand vous et votre famille avez conspiré pour me tromper, aviez-vous peur du châtiment divin, rétorquai-je. Je ne demande que ce qui est à moi. Vous n'avez pas à le rendre. Mais dans ce cas, non seulement vous et Julie, mais aussi Marc seront impliqués dans le procès. Il a déjà des problèmes avec la loi, mais un crime de plus ne devrait pas faire de différence, n'est-ce pas? Ma menace fonctionna. L'histoire du fonds fiduciaire de la couronne les avait terrifiés. Maintenant, avec un autre procès civil, elle n'avait plus la force de résister. Exactement 1 semaine plus tard, le dernier jour de l'échéance, un coursier livra une boîte au bureau de Maître Lefebvre. À l'intérieur se trouvait le bracelet en or, quelques autres articles et une enveloppe contenant 2 500 € en espèces. Quant à la télévision et au système de son, elles demandèrent à payer la valeur en plusieurs versements. En recevant ces objets, je ne ressentis ni joie ni nostalgie. Je les trouvais juste ridicules. J'ai demandé à Maître Lefebvre de vendre immédiatement le bracelet et de faire don de tout l'argent à une association caritative pour les enfants orphelins. J'avais complètement rompu tous les liens matériels avec eux. La dette entre moi et la famille Chevalier était à partir de ce moment réglée. Maintenant, il ne leur restait qu'un tas de cendres d'une carrière, une famille brisée et un avenir incertain. Et pour moi, il était temps de commencer vraiment une nouvelle vie. Les vieux objets et l'argent restitué restèrent au bureau de Maître Lefebvre. Je ne suis pas allé les chercher. J'ai tout géré par téléphone. Le bracelet en or, le seul souvenir dont j'avais été fier, pensant être aimé par ma belle-mère, n'était plus pour moi qu'un morceau de métal froid, taché de fausseté. J'ai demandé à l'avocat de le vendre, ainsi que d'autres petits bijoux. Tout l'argent récolté, plus les 2 500 € que Julie avait rendus. J'ai demandé à ce que tout soit transféré directement à un fonds de soutien scolaire pour les enfants défavorisés. Je n'en avais pas besoin. Les garder ne ferait que me ramener de mauvais souvenirs. Je voulais purifier complètement mon passé pour me débarrasser de tout ce qui était lié à cette famille. Mes contributions pendant 5 ans n'avaient pas été valorisées par eux. Au moins, elles pouvaient être transformées en quelque chose de significatif pour ceux qui en avaient vraiment besoin. Après que tout fut réglé, un silence s'installa. Il n'y eut plus d'appels insultants, ni de supplications, ni de pleurs.
La famille Chevalier semblait avoir disparu de ma vie. Quelques semaines plus tard, Maître Lefebvre m'envoya un rapport final, comme un résumé d'un chapitre qui s'était achevé. Le rapport indiquait qu'après avoir dû se démener pour me payer, la famille de Marc était complètement démunie. La maison de Christine avait dû être hypothéquée pour payer les créanciers les plus agressifs. La santé de Christine s'était gravement détériorée après les chocs successifs. Elle passait la plupart de son temps au lit, soupirant. Julie, à cause de la mauvaise réputation de la famille et de la peur d'être harcelée par les créanciers, épousa à la hâte un homme beaucoup plus âgé de la campagne, un mariage sans amour en échange d'une paix temporaire. Quant à Marc Chevalier, il s'effondra complètement. Il perdit son entreprise, sa nouvelle femme, fut rejeté par sa famille et poursuivi par des usuriers. Il était maintenant comme une ombre. Il n'était plus chez lui. On disait qu'il s'était enfui dans une partie rurale du pays pour se cacher de ses dettes, vivant une vie précaire, se déplaçant d'un endroit à l'autre. Je lus ces lignes avec un calme étrange. Je ne ressentais ni joie, ni satisfaction, pas même de la colère. Je ressentais juste un immense soulagement. Tous les comptes étaient réglés. Ils avaient payé pour leurs actions, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que leur propre cupidité et leur trahison les avaient menés sur ce chemin. L'ancien chapitre de ma vie était officiellement clos. Je regardais autour de la maison où j'avais vécu pendant 5 ans, un endroit rempli de plus de souvenirs tristes que joyeux. Il était temps de partir. Il était temps de commencer une nouvelle vie, une vie qui m'appartenait vraiment. Le Pantous du Grand Panthéon avait tous ses papiers en règle. Les clés et l'acte de propriété me furent remis personnellement par Maître Lefebvre, le tout au nom du discret fonds fiduciaire de la Couronne. Je n'emménageais pas immédiatement. Je voulais que ma nouvelle maison soit un espace complètement différent, sans aucune trace du passé. J'engageais les meilleurs architectes et designers d'intérieur de la ville. Ma demande était simple. Transformer cet endroit en un espace élégant et accueillant qui reflète ma personnalité. Fini les couleurs sombres, les meubles lourds au goût de Marc, ou les coins décorés pour plaire à ma belle-mère. Tout, de la couleur des murs et du tissu des rideaux au design de la table à manger, fut choisi par moi. Je choisis des nuances de crème, de blanc et de vert menthe comme couleur principale, créant une sensation de légèreté et de tranquillité. Je plaçai un grand piano dans un coin du salon avec vue sur la terrasse. Bien que je ne sache pas jouer, je savais que j'apprendrais. Je réservai une grande pièce pour être ma bibliothèque avec des étagères en bois du sol au plafond remplis de livres que j'aimais. Le processus de rénovation prit presque 3 mois. Et ce furent 3 mois pendant lesquels je sentis que je vivais vraiment. Chaque jour, je me rendais sur le chantier, choisissant personnellement chaque petit détail. Ce n'était pas seulement la construction d'une maison. C'était moi qui reconstruisais ma propre vie. Le jour du déménagement, je ne prévins personne. Je n'avais pas beaucoup d'affaires à emporter de l'ancienne maison. La plupart des choses là-bas me rappelaient de mauvais souvenirs. J'emballais seulement quelques vêtements, mes vieux livres et des photographies de mes parents. Je conduisis ma nouvelle voiture, une berline de luxe mais discrètement conçue, jusqu'à l'ancien immeuble une dernière fois. Je ne montais pas. Je m'assis dans la voiture, regardant longuement la fenêtre familière. Là, j'avais pleuré, ri, rêvé et désespéré. Maintenant, tout cela était derrière moi. Je démarrai la voiture, accélérant avec détermination, et entrai dans la circulation sans regarder en arrière. Le nouveau Pantous m'accueillit avec une lumière abondante et un espace aéré qui me coupa le souffle. Du balcon de l'étage, je pouvais voir un panorama de la ville scintillante. Cet après-midi-là, après que la femme de ménage eut rangé les dernières choses et fut partie, je me servis un verre de vin rouge. Je me tins sur le balcon, sentant la brise fraîche dans mes cheveux. À mes pieds, la ville s'illuminait, scintillant comme une galaxie. Je pris une gorgée de vin, le goût légèrement astringent se répandant sur ma langue. Pour la première fois de ma vie, je ressentis une si grande paix et liberté sans avoir à attendre personne, sans avoir à plaire à personne. Cette vie, désormais, était la mienne seule. Ma nouvelle vie se déroula en douceur et avec détermination. L'immense fortune ne me transforma pas en une personne frivole. Au contraire, elle me donna l'opportunité de faire des choses dont je n'avais jamais osé rêver auparavant. Je m'inscrivis à un cours d'arrangements floraux artistiques, à un cours de cérémonie du thé et à des leçons de piano. Mes après-midi, au lieu d'être passés dans la cuisine, étaient désormais dédiés aux fleurs de toutes les couleurs, à apprendre à ressentir la sérénité dans chaque tasse de thé,
ou à faire glisser mes doigts maladroits sur les touches du piano. Je commençais également à nager et suivis un cours de plongée. Je voulais explorer le monde, explorer mes propres limites. Je me liais d'amitié avec des personnes qui partageaient les mêmes intérêts. C'étaient des femmes indépendantes, intelligentes et énergiques. Elles ne savaient rien de mon passé. Elles me connaissaient seulement sous le nom d'Amélie, une femme célibataire qui aimait l'art et les voyages. Avec elle, je n'avais pas à être réservé, ni à jouer un rôle. Occasionnellement, Maître Lefebvre m'appelait pour me tenir informé de l'état de mes actifs. Les investissements des fonds continuaient à générer des bénéfices constants. Le solde de mon compte augmentait chaque jour. Une fois, il m'informa avec hésitation, « Mademoiselle Dubois, l'entreprise de Monsieur Marc Chevalier a officiellement achevé sa procédure de faillite. Les actifs restants ont été vendus pour payer les créanciers et les employés. » Je vois, répondis-je, ma voix calme. Cette nouvelle ne me suscitait plus aucune émotion. Et une chose de plus, ajouta Maître Lefebvre. La mère de Monsieur Chevalier, Christine, a essayé d'appeler le bureau plusieurs fois pour demander votre numéro de téléphone et votre adresse. Elle dit qu'elle veut vous retrouver pour s'excuser. Selon vos instructions, nous avons refusé de fournir toute information. Vous avez bien fait. Continuez ainsi, dis-je. Cette excuse tardive, je n'en avais pas besoin. Pardonner pourrait être facile, mais oublier ne l'est pas. Je ne voulais plus que personne de cette famille ne vienne perturber ma vie paisible. Un après-midi, je passais devant un restaurant de luxe que Marc et moi n'osions autrefois que regarder de l'extérieur. Je garai la voiture et entrai seul. Je commandai les plats les plus chers, ceux que j'avais autrefois convoités, mais que je n'osais pas rêver de goûter. La nourriture était bonne, mais ce n'est pas ce qui me rendait heureuse. Le bonheur venait du fait que je pouvais le faire par moi-même, sans dépendre ni attendre la charité de qui que ce soit. Ma vie était maintenant pleine de choses positives. J'ai appris à m'aimer, à prendre soin de mes propres émotions. La cicatrice sur mon cœur ne guérira peut-être jamais complètement, mais elle ne faisait plus mal. Elle était là comme un rappel d'un passé naïf et de la force que j'ai aujourd'hui. Le temps passa. Une année s'était écoulée depuis que j'avais emménagé au Grand Panthéon. Ma vie était complètement entrée dans une nouvelle orbite paisible et indépendante. Un jour, en fin d'année, je me rendis à l'aéroport pour préparer un voyage en solo à travers l'Europe. En attendant dans le salon de la classe affaires, je vis une silhouette familière, Chloé. Elle n'avait plus l'air arrogant et éblouissant d'avant. La robe de créateur qu'elle portait semblait vieille, et son maquillage appliqué à la hâte ne pouvait cacher son épuisement. Seule, elle traînait une grande valise, l'air de lutter. Chloé me vit aussi. Son regard passa de la surprise à l'envie et finalement à la honte et à l'embarras. Elle baissa rapidement le visage, traîna sa valise dans un coin et fit semblant de ne pas me connaître. Je souris légèrement et repris la lecture de mon livre. Elle et moi étions maintenant dans des mondes complètement différents. La rancune, si elle a jamais existé, s'était déjà dissipée. Je ne me souciais plus de savoir si elle allait bien ou non, car cela ne m'affectait plus. Quelques mois plus tard, lors d'une réunion d'anciens élèves du lycée, j'entendis par hasard des nouvelles de la famille de Marc. Une amie dit, « Vous savez que Marc Chevalier ? Personne ne sait où il est. On dit qu'il est allé travailler dans les champs dans une région rurale, vivant dans de grandes difficultés. Sa mère est toujours malade après le choc et sa sœur qui s'est mariée loin ne semble pas heureuse non plus. Toujours à se disputer pour l'argent. Les gens à table chuchotaient, certains se lamentant, d'autres disant que c'était sa punition. J'écoutais calmement, sirotant une tasse de thé sans commenter. Ce qu'ils étaient, comment ils vivaient, c'était le chemin qu'ils avaient choisi. Quand ils m'ont cruellement chassé de leur vie, ils ont choisi leur propre avenir. Je ne ressentais plus de colère ni de satisfaction. Mon cœur était serein et léger. L'Amélie d'autrefois, une femme qui vivait pour son mari et sa famille, qui mettait toujours le bonheur des autres avant le sien, cette Amélie était morte. L'Amélie d'aujourd'hui est une femme libre et riche qui connaît sa propre valeur. J'ai de l'argent, du temps, de bons amis, et surtout, la paix d'esprit. Je regarde par la fenêtre. La ville continue de briller. Au loin, le ciel commence à rougir, annonçant un nouveau jour. Ma vie est comme un lever de soleil. Après une longue nuit noire, le soleil s'est enfin levé.